les amis, c'est parti pour la Big Presse. C'est Luciole qui va s'y coller. Luciole connaît très bien l'univers des mers, des océans. On en a parlé avec elle tout à l'heure. Puisque c'est un dauphin, C'est d'ailleurs. ça. C'est bien que tu le dises aujourd'hui. J'aimerais l'imiter, mais je ne sais pas imiter le dauphin. T'es sûr? Ah, pas mal, pas Ça mal. va C'est pas Pas mal. Une Alors, note, entre une note ça sur 10? Et un corbeau. Je sais pas quel était le. Je Mais crois que la trouve ça très bien. marmotte fait ça aussi. Aussi. Je pense que si un Attends. dauphin et une marmotte... Non, pas du tout. Ouais. Je suis sur un appel de poule. Ouais, Moi, je oui. trouve ça très bien, je serais incapable de faire ce Allez, genre de- vas-y, fais-le. Essaie un petit coup. Ah, Ah, on le veut dauphin, voir Un petit Samuel faire un dauphin. dauphin. Je chatte. Je suis sûr que Samuel, le Le dauphin. chat, ça fait quoi, Samuel, ça fait quoi le le dauphin? Ça fait quoi le dauphin? Il y a eu le dauphin dans notre jeunesse là. Ça fait flipper. Je trouve que Ça c'est fait pas peur. mal. C'est le plus vieux de tous les dauphins, ça. Oum, le dauphin. Oum, t'as pas la ref. Moi, j'ai Galaxy, flipper, j'ai flipper, Galaxy, j'ai pas Galaxy. oum. Non, je non. Allez. Non, je l'ai Oh, on attend tous les tellement clips. pas. Ils ont tous le doigt pour faire le je l'ai pas. clip là. Comment ça fait le dauphin, le chat? Ah bah, ça va être dur. de te Faites-le moi, clipper. faites-le moi, écrivez-le moi. Mais je pense, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Faut dire i, quoi, ouais. Oh, quelqu'un me l'a fait à l'oreillette. Ah ouais? Ah, ben voilà, reproduis ce son. Non, j'ai l'impression que je Allez, m'étouffe. à vos clips. J'ai l'impression que je C'est m'étouffe. J'ai Ça, l'impression- c'est un dauphin qu'il faut vite soigner. Non, j'ai l'impression que je m'étouffe. Bon, ça va pas du tout. Donc, Luciole nous fait la Big Presse et grâce à toi, on va se pencher sur la transition écologique des métiers marins. Car les métiers C'est ça. liés à la mer, eux aussi, bien sûr, sont concernés par la transition écologique. Exactement, ils évoluent. Parce qu'il faut évoluer avec son temps. Et moi, je vais vous parler des métiers. Alors, il y en a beaucoup, hein, attention, la liste est très longue. Des métiers autour de l'océan. Mais qui tant vont, mieux, parce que du coup, voilà, ça va nous qui permettre subissent aussi cette de transition. présenter tous ces métiers. Ça va Exactement. peut-être donner des idées à certains. Oh, Voilà. regarde comme c'est beau. Oh, c'est moi sur un bateau. La classe, en vrai. Alors, en parlant de Stylé. bateau, c'est ma petite intro. Ce Ouais. week-end, j'étais au Vendée Globe. Ah, ça alors. Eh oui, Vendée Globe, c'est la course en Il y solitaire. avait un monde fou. La plus impressionnante. Ouais. Il y avait énormément de monde. On était sur 400 000 personnes par jour. Je rappelle que les gens attendaient ça depuis 8 ans, parce que l'édition sous Covid, c'est tous les 4 ans. Dernière édition sous Covid, les gens n'avaient pas pu venir. Et je Donc, rappelle cette aussi année, que c'est c'était la fête. Hein. je rappelle aussi que c'est le Vendée Globe et pas le Vendée Globe. Exactement, Vendée comme la région. Toujours Enfin, la cru ça région, de ma vie, moi. ouais, Et pas Vendée les actions aussi. c'est Non ça. plus. Mais Vendée voilà. Globe. Alors moi, ce week-end, j'étais plus précisément avec l'équipe de Fabrice Amédéo. Alors Fabrice Amédéo, il a un bateau un peu spécial. Il a un peu un bateau, on va dire, laboratoire. Ah ouais? Il a installé sur son bateau... Mais il participe à la course. exactement. Et il fait ça en plus. Voilà, donc en fait, Ok. sur 40 bateaux, il y en a plusieurs qui ont un peu des volontés écologiques, dont le bateau de Fabrice Oh, c'est Amédéo, qui a installé en fait des capteurs océanographiques qui vont permettre de collecter des données en mer pour aider les scientifiques à mieux comprendre l'impact et les conséquences du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre sur les océans. Trop bien. Stylé. Alors parmi le matériel, il y en a pas mal. Il y a ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Alors c'est des capteurs et des collecteurs d'ADN environnemental. C'est quoi l'ADN environnemental? Alors, normalement, on a des petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, il faut savoir que c'est une révolution, parce que c'est très récent. Et en gros, c'est une invention pour essayer Tiens, de vous voilà. le vulgariser. Alors ça, c'est avec Aileron. On fait aussi de l'ADN environnemental. Donc, pour essayer de vous le vulgariser bien, c'est comme une espèce de passoire qui va récupérer, en fait, dans l'océan, plein de mucus. Voilà, donc c'est de l'ADN, hein. Donc ça va être des sécrétions, etc. Et ça c'est va quand nous les poissons permettre... se mouchent. Voilà, Du c'est ça. mucus De la mort de quand les poisson, poissons- par tu sais, exemple. Ils sont enrhumés. Quand les poissons se mouchent, ça fait du mucus. Ok, Exactement, donc c'est le filtre là J'aime qu'on beaucoup. voit bien Je l'ai. et qu'on va utiliser. Donc ça, il suffit de le mettre dans l'eau. Donc, vous pouvez le mettre dans l'eau pendant un certain temps. Donc Fabrice, par exemple, pendant 3 mois, il va en récolter sous son bateau. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Nous, parfois, on le met le matin, Mucus on le met de pendant cerf, la nuit, on le met... voilà, D'accord. peu importe. Et ça va récolter des informations, ça va récolter ce mucus et ça va permettre en tout cas de capter la présence ou l'absence d'espèces rares ou en voie de disparition, mais aussi de détecter les espèces invasives et autres pathogènes. Wow. Donc ça va du virus jusqu'aux baleines, ça détecte tout ce qui Oula. passe. Ah oui, pas la même taille. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de radar, quoi. C'est comme une caméra de surveillance. Génial. Donc ça lui permet génétique. de dire qu'à un endroit donné, à un instant donné, C'est ça, il y il y a eu telles il y a une espèces, baleine qui est telles passée par espèces. là. Exactement. Ce qui est hyper important, parce qu'avec le Vendée Globe, alors ils font un tour du monde, et ils vont dans des zones où les scientifiques ne peuvent pas aller. Ah C'est bon vrai que nous, avec Aileron, on va en Méditerranée, par exemple, Ah oui, mais on va pas au fin fond de l'océan. Ah oui, là où on il y a va des pas au point tempêtes Nemo, et des quoi. trucs, Voilà, oui, le c'est point ça. Nemo, le fameux Point Nemo, qui est le point le plus isolé de toutes les terres possible. autour, ouais. Voilà, ça c'est s'appelle là le où point Nemo. Ouais. le point Nemo. Ouais. J'ai une question du chat sur le mucus. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec Elon Mucus? Le fameux. Non.
Je crois pas. Non. Non. Après, voilà, Il est si pas passé Elon par là. Musk Non. veut financer des trucs, Ah oui, il pourrait. Non, c'est non. Mais non, ça Alors, n'a malheureusement rien à voir. On est parti encore sur le ton de la blague dans cette émission, ça va être... Ouais, mais Mais j'aime moi, bien. j'aime bien Allons tout sur ce les que jeux de j'aime. mots s'ils arrivent à trouver des jeux de mots C'est avec, validé, c'est validé, c'est validé, c'est validé. Bien sûr. avec l'ADN. Mais bref, voilà, donc c'est une belle avancée. Bravo à lui parce qu'il fait ça voilà. en plus de la course, quoi. Exactement, bravo à lui et c'est super et c'est un bel exemple du coup de transition et surtout d'adaptation, on va dire, avec les besoins qu'on a aujourd'hui en termes de recherche et en termes de protection des océans. Mais par contre, mais il récupère l'eau, il y a une hauteur, il y a un truc comme ça, comment ça se passe? Alors, normalement, les filtres d'ADN environnemental, c'est vraiment, nous, on le met vraiment sous le bateau. C'est-à-dire que c'est pas C'est l'eau de nécessité surface. à être extrêmement profond. Après, lui, il a une autre balise qu'il a emmenée sur son bateau, qui est un projet de l'UNESCO, où c'est une balise qui va aller beaucoup plus en profondeur et qui va récolter aussi plein d'informations et qui va remonter à chaque fois pour renvoyer les infos, parce qu'elle peut pas envoyer les informations d'en bas, Elle quoi. n'a pas de Wi-Fi, quoi. Elle en bas. a pas le Bluetooth dommage. à une certaine profondeur. C'est incroyable. Voilà, Ok. donc il y a différents types de projets sur son bateau. Si ça vous intéresse, vous pouvez creuser sur son site internet. Mais voilà, c'est fascinant et surtout nécessaire aujourd'hui. C'est super qu'il fasse ça. Surtout que voilà, il y a des zones pas accessibles aux scientifiques, donc c'est une grosse aide. Et de manière plus générale, que ce soit dans le sport ou dans les métiers, parce que là c'est plus du sport et de la performance, mais dans tous les métiers qui touchent un petit peu à l'océan, c'est aujourd'hui indispensable de s'intéresser un minimum à l'environnement, à la protection des océans, à la protection des espèces. Voilà, c'est indispensable. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Ouais. On ne peut pas les ignorer. Ça ne s'appelle pas la planète bleue pour rien. Et les océans absorbent 25 à 30% des émissions relatives à l'activité humaine et 90% de la chaleur excédente, ce qui entraîne leur acidification et perturbe donc les écosystèmes marins. Voilà, donc ça a un impact direct, c'est complètement lié. Le réchauffement climatique, les océans, même par rapport à l'oxygène qu'on respire, les deux sont liés. Donc on est obligé de, d'y prêter un tout petit peu d'attention. C'est comme les forêts. Un petit peu beaucoup même. Hein. Voilà, exactement. On peut pas... voilà. Alors là, on a Jacques-Yves Cousteau. Alors, déjà, on embrasse. Non, voilà. Le King, ouais. Alors, pourquoi Jacques-Yves Cousteau? Parce que déjà, il est français. Et j'estime que les Français, on est quand même, historiquement, des très bons élèves en termes de biologie marine et de protection. Alors, Jacques-Yves Cousteau, qu'est-ce qu'il a inventé? Vous savez ce qu'il a inventé? Il a inventé la bouteille d'oxygène pour aller sous l'eau. Exactement. Le descendeur. Exactement. Voilà, donc il a un peu inventé le scaphandrier portable, on va dire, moderne. Donc on lui doit beaucoup. Et en fait, la plongée, de manière générale, a énormément contribué à la protection et à l'observation des espèces. Ça permet d'aller les observer au plus proche, ça permet d'observer les écosystèmes tout en étant respectueux. Ça a énormément, servi aux biologistes marins ces dernières années. Voilà, donc les Français là-dessus, on est un petit peu... on peut être fiers de ça. En plus, on a une façade maritime parmi les plus grandes au monde. Hein, complètement, oui. Avec tous les territoires d'outre-mer. Exactement. Exactement. Ouais. On a des super écoles de biologie marine. On est vraiment... C'est simple, dès que vous voyagez dans le monde, vous allez dans un club de plongée, c'est des Français. Voilà. J'adore parce que le chat est plein d'anecdotes et pas que des blagues. Le scaphandre moderne, grâce à son passage dans l'armée en tant que mécano, et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée. On me dit que Jacques-Yves, c'est ça, il a aussi inventé le Cousteau suisse, par ailleurs. Et le Cousteau de cuisine aussi. Le Cousteau de cuisine. J'ai lu dans le chat, tout à fait. Je vois qu'on a les mêmes sources. Très bien. Bah oui, bien sûr. Le chat est en forme aujourd'hui. Bravo, monsieur Cousteau. Pour tout ça. Pour tout ça. Donc voilà, on est censé être des bons élèves. Malheureusement, on n'est pas des si bons élèves que ça. On est même très mauvais élèves, en particulier sur l'industrie de la pêche. Voilà, ça c'est un gros sujet. Je pense que c'est un des sujets sur lequel il faut absolument faire une transition. En l'occurrence, le plus grand chalutier du monde. Vous savez ce que c'est qu'un chalutier? Oui, tout à fait. C'est un bateau. Alors normalement, avec on a des petites photos. Un immense filet conique qui va récupérer des espèces. Donc le plus grand, exactement, tout ce qu'il trouve. Catastrophe écologique. Donc le plus grand chalutier du monde, il est en France, les amis, et il est à Saint-Malo. Ah oui? Et il récupère de la mer dans tout ce qu'il peut trouver pour faire des surimi. Ah, le plus grand chalutier japonais, il est à nous? Il est exploité par nous en ce moment, en tout cas, à Saint-Malo. Enfin, nous, pas nous trois, attention. Voilà, oui. Moi, je suis pas dedans. Moi. J'ai jamais vu. Sur mon jour off. Voilà, donc c'est une catastrophe. Le surimi, c'est un peu comme les nuggets, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Il n'y a pas de crabe. Voilà, qu'on se le dise maintenant. Le surimi, c'est pas du crabe. Non, c'est des déchets de poisson, en fait, je crois. Exactement. C'est vraiment ce qu'ils trouvent. C'est une espèce de pâte. Ouais, c'est ça. Ils en font une pâte. Ils enlèvent tout le goût de la pâte. Voilà. Et après, avec du mucus de poisson. C'est ça. Des arômes artificiels, ils lui redonnent un goût. Tout. Des trucs de poisson. Franchement,
On n'a même pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il n'y a pas de crabe. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le surimi, c'est catastrophique. Et là-dessus, c'est nous qui le faisons. On est très consommateurs de ça, malheureusement. Donc ça, transition indispensable, urgente sur ces sujets-là. Ouais. Donc les pêcheurs et les entreprises de pêche doivent adopter des pratiques durables, comme la pêche sélective, les quotas de capture, l'utilisation de méthodes moins invasives et la certification de la pêche responsable. Il y en a aujourd'hui, il y a plein de pêcheurs qui font vraiment attention. C'est fou ce que tu dis, parce que ce matin dans la revue de presse, il y avait une pleine page dans Libération sur les bonnes pratiques des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, et uniquement là, qui depuis les années 70 en fait ont pris conscience de tous ces sujets-là. L'initiative de ce genre de choses. Et en fait, on a vu que ils étaient en train de prendre toutes les coquilles Saint-Jacques et en fait ça allait disparaître. Et en fait, ils se sont auto-limités avec des quotas, avec des jours de pêche, avec des heures de pêche, avec des filets, avec des mailles plus grandes. Et aujourd'hui, la faune, je ne sais pas si on dit ça, de coquilles Saint-Jacques, c'est reconstitué. Et en fait, maintenant, c'est très encadré. Et ce sont les pêcheurs qui l'ont fait. C'est pas venu du politique ou de l'administration. Parce que moi, à partir du moment où... Donc c'est possible. Super exemple. C'est complètement possible. Est-ce que c'est les pêcheurs entre eux qui doivent aussi prendre conscience de ça et eux-mêmes fixer des quotas comme ça a été fait? Je trouve que c'est une initiative super. Ou est-ce que ça doit passer par justement l'État, l'Europe, etc. Tu vois, Pêche responsable. Ça, j'aime bien ce commentaire de Alicia Mistidet. Pêche responsable, mais aussi consommation responsable. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça pêche s'il y a un marché. Donc si vous consommez pas des produits qui sont problématiques, on va pas aller les pêcher. C'est ça. Et c'est vrai que, alors c'est toujours, moi je suis jamais du genre à blâmer le consommateur, mais c'est surtout des habitudes, on va dire, des réflexes et peut-être des prises de conscience. Là, on l'a vu il y a pas longtemps avec les boîtes de thon riches en mercure. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info où les gens peux en faire des thermomètres avec. Voilà, où les gens ont un peu paniqué. Voilà, c'est une très bonne chose du coup que ça ait fait un peu le tour et que voilà, les gens maintenant ils touchent plus trop au thon. Je l'ai vu un petit peu passer sur TikTok, etc. L'info a quand même pas mal fait le tour, c'est important. Sachant que dans les boîtes de thon aujourd'hui, vous pouvez trouver du requin par exemple. Le requin est très très riche en mercure, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. Donc faut pas trop manger de thon en boîte, c'est ça que tu dis? C'est si possible, voilà. Mais de toute façon, heureusement avec cette news qui a pas mal tourné autour du mercure, les gens ont un peu fait un petit pas en arrière. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qu'on consomme en termes d'industrie de la pêche. Surtout quand c'est des trucs de... Je parle pas de la petite poissonnerie, quand on habite au bord de la mer, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais je parle vraiment des grandes chaînes de consommation avec, Surimi, c'est le meilleur exemple. Totalement chimique, totalement... Voilà, ces trucs-là, on fait attention. C'est noté. Pareil que pour la viande, d'une certaine manière. Je vais le supprimer du frigo. Voilà, si possible. Parfois, les enfants, ils aiment bien ça. Ça dégage. Évidemment, ils t'en font des goûts qui sont très bons. C'est ça, mais on trouve d'autres alternatives. Si ça avait le goût de ce à quoi ça ressemble, exactement. Avant d'être mixé en espèce de rouleau là, de trucs, forcément, personne n'en mangerait. Exactement, parce que c'est vraiment pas appétissant quand on voit l'usine. Donc ça, c'est côté pêche, côté transport. Transport maritime, il y a aussi des adaptations à faire, je crois. Exactement. Alors, on a sur une nouvelle ère qui est l'ère des cargos à voile. Ah oui, j'ai vu ça. Vous avez déjà vu ça, les cargos à voile Alors, je ne sais pas si on a une petite photo, d'ailleurs, j'y pense, mais les gens rigolaient parce qu'ils disaient les cargos à voile, c'est littéralement des bateaux pirates. Oui. Tu vois, c'est des gros bateaux avec des voiliers, c'est-à-dire sans les canons. Oui, voilà, sans les canons, mais c'est les bateaux à l'ancienne, quoi. C'est comme ça qu'on transportait à l'époque la marchandise. Voilà, quand on allait transporter tel produit de la France à l'Angleterre, c'était des gros bateaux comme ça à voile. Alors ça s'est perdu, on a maintenant les cargos. Et ça revient là? Et ça revient avec les cargos à voile. Donc il y a plusieurs entreprises qui bossent un peu là-dessus. Dans les chantiers de l'Atlantique d'ailleurs, j'étais allé voir là-dessus et ils ont une immense voile à mettre sur des cargos. Ils taffent là-dessus. C'est aussi, il y a les Français qui sont sur le coup. C'est en plus de la propulsion classique, c'est pas la. Oui, c'est ça. Non, c'est pour économiser de l'énergie. Exactement, c'est pour réduire en fait. Tout est là pour réduire les émissions, l'impact en tout cas environnemental là-dessus. Donc les professionnels du transport maritime doivent se tourner vers des technologies plus propres. Ils n'ont pas trop le choix parce que, encore une fois, on fait la transition tous ensemble. Donc voilà, il y a des navires propulsés par des énergies renouvelables, éoliennes, solaires, hydrogène, des carburants moins polluants aussi, avec des biocarburants, et une gestion plus rigoureuse des déchets à bord, ça aussi super important. Donc, surtout sur les bateaux de croisière. Ça, c'est une catastrophe. Ça, les bateaux de croisière, c'est vraiment en termes de consommation. Et ils en sont à mettre 8 toboggans sur le pont. C'est vraiment, mais c'est un sketch, quoi. Les gros bateaux de croisière, c'est des villes. Las Vegas, comme ça. Une espèce de course au gigantisme. Et ça n'a aucun intérêt, quoi. Pêche
transport. C'est ça. C'est quoi les autres secteurs, les autres métiers considérés par cette transition écologique nécessaire là? Alors, on en a pas mal, les amis, la liste est un peu longue, on va peut-être pas tous se les faire. Bon, on va faire quelques-uns quand même. Voilà, exactement. On a évidemment l'industrie pétrolière et gazière. Ouais. Alors ça, on n'est pas les pires élèves, c'est surtout la Scandinavie qui a beaucoup de problèmes avec ça. Enfin, du moins, beaucoup de manifestations autour de ça, qui sont un petit peu moins, bon élève sur l'extraction, voilà, sur le forage des fonds marins, voilà, la Norvège particulièrement. Mais on va dire, on a bon espoir que ça évolue, j'espère, au fur et à mesure. C'est la mer Noire, excellent trèfle. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Donc on voit joli. Ça doit te parler, Samuel. Ça, on en parle quasiment à chaque émission. C'est un grand classique. Et d'ailleurs, parfois j'ai des candidats pour ceux, ils ont pas mal d'humour, les candidats de questions pour un champion. Parfois j'ai un candidat quand il ne sait pas la réponse à une question, il me répond la mer Noire. C'est la mer Noire. Voilà. C'est une petite blague de joueur de questions pour un champion. Bien sûr, un classique. Donc voilà, sur l'industrie pétrolière, il est impératif de réduire la dépendance à ces énergies fossiles en favorisant l'investissement dans les énergies renouvelables. Voilà, éoliennes en mer, énergie de vague. Alors, éoliennes, c'est un petit peu... Il y a pas mal d'enquêtes qui sont faites là-dessus. Donc, par exemple, en Méditerranée, ils veulent faire un grand champ d'éoliennes. Donc, il y a plusieurs associations qui sont en train de faire des recherches un petit peu là-dessus. Pour voir s'il y a un avant-après. Et un impact sur... Voilà, et un impact sur l'écosystème marin présent dans cette zone-là. Donc, c'est en cours. Voilà, sur la recherche de l'impact et sur le constat, on va dire, c'est en cours de chargement. Et après, ils pèseront le plus. Exactement, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est en cours d'observation. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais bon, dans tous les cas, ça a un impact. Bref. Voilà. Et en mettant en place des technologies plus sûres pour éviter les pollutions maritimes, de manière générale. On a également le secteur de la construction, de l'aménagement côtier. Donc on a ça pas mal en France, la construction sur les littoraux, ça peut entraîner la destruction d'habitats marins. On a eu ça avec, il y a pas mal d'exemples. Le plus récent, c'était quand même... Ouais, alors là, en France, on en a aussi, mais celui qui me parle, c'est par exemple pour les JO, où ils avaient construit des gradins dans l'eau, etc. Ils avaient détruit pas mal de récifs. Tu parles de la JO. Là, tu parles en Polynésie pour... Ouais, c'est ça, les JO, là, ils avaient construit des gradins. Pour la compétition de surf, ils ont installé une cabine pour les arbitres, une nouvelle cabine, mais cette fois qui était en dur, qui était en béton, donc il y a eu une polémique sur place. C'est vrai, tout à fait. Donc c'est l'exemple le plus récent de construction qui a un petit peu fâché. Oui, parce qu'en France, on a la loi littorale qui évite de construire trop proche de la mer, normalement, des plages. Il y a une distance qui est obligatoire. Ça y était pas avant, et il y a encore quelques vestiges dans certaines régions de France où on a des maisons qui sont vraiment sur la plage, et c'est très problématique. Voilà. On est plutôt sur aujourd'hui des projets un peu d'aménagement durable qui vont préserver les écosystèmes côtiers. Donc il y a des éco-constructions, il y a une gestion des risques naturels aussi, la montée des eaux, tous ces trucs-là, c'est important de le prendre en compte. On le voit, il me semble que c'est au Cap Ferret, à Arcachon, Cap Ferret, où il y a une montée des eaux, et en fait ils n'arrêtent pas de faire reculer un petit peu la mer pour pas qu'elle vienne... détruire les habitations qui sont avec du sable. Tout à l'heure, tu parlais de ces bateaux gigantesques pour le tourisme. On pourrait peut-être finir avec ça. D'ailleurs, il y a aussi le tourisme qui voit peut-être voir ses pratiques évoluer pour préserver plus les océans. Les Maldives, toutes ces zones-là, en fait, où c'est des archipels qui sont construites de partout et qui détruisent clairement les récifs et qui polluent énormément. Partout. En fait, déjà de base, le tourisme de masse sur les plages, ça, c'est partout dans le monde. Et en fait, il n'y a aucune notion... On a l'impression que quand les gens vont sur la plage, je pense qu'ils ne mesurent pas l'impact que c'est et ce que c'est que de base une plage, en fait. À quel point, déjà, il y a des... À quel point ça communique avec l'eau. En fait, voilà, c'est un écosystème. Ça fait partie de cet écosystème. Donc, quand on vient sur la plage et qu'on laisse un mégot, par exemple, c'est vraiment... L'impact, il est colossal. Or, on a souvent l'impression que la plage, c'est... je sais pas, c'est une zone qui est pas touchée par l'homme, donc du coup, il n'y a pas trop de... On peut se poser dessus, ça va rien faire. Alors que non, faut bien prendre en compte que déjà, le sable, c'est à moitié vivant, dans le sens où il y a plein de bêtes dans le sable. Il y a des micro-organismes partout, et déjà, on marche dessus, etc. Donc, il faut bien prendre en compte que ça... Voilà, c'est la gestion des déchets. Après, il y a des gens qui nettoient des plages, etc. Mais
on n'est pas censé faire des missions comme ça de nettoyage de plage. On devrait tous. Tu penses que les modalités évoluent, par exemple, que le comportement, on va dire, du touriste moyen, du français moyen à la plage, il a changé? Ouais. Quand même. Les gens laissent moins de trucs traîner. Ouais. Ou quand on le voit, aussi, en fait, c'est un classique, quand on voit des déchets sur la plage, il y a toujours quelqu'un pour dire genre mais qui a laissé ça pourrait tout traiter. En fait, il y a toujours une personne qui va être dérangée par ça. Donc à partir de là, oui, on peut partir du principe qu'il y a une belle évolution. Oui. Et puis même hors écologie, je suis désolé, mais quand tu vas à la plage et que tu te retrouves à côté de plein de mégots, c'est dégueulasse. Des mégots partout autour. Complètement. C'est déjà pas agréable. Donc voilà. On avait parlé à un moment, tu sais, des crèmes solaires. Oui. Et en fait, du fait que dans les crèmes solaires, dans la plupart des crèmes solaires, il y avait des choses qui étaient pas bonnes pour les écosystèmes marins. Il faut faire attention de choisir sa crème solaire avec un petit logo. Dessus. Donc il y a des crèmes solaires qui ne provoquent pas ça. Exactement. Il y a un petit logo sur certaines crèmes solaires, vous verrez, avec. Il y en a plusieurs, mais normalement, c'est des petits coraux. Et il y a marqué, respecte les océans, etc. Mais ça reste évidemment des produits chimiques. C'est comme sur Rémi, je fais pareil pour les prochaines vacances. Voilà, on choisit bien sa crème solaire. C'est ça. Ouais. Tu es pleine de bons conseils, Luciole. Eh bien, encore plus ravi si vous les appliquez.